Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence dédiée aux outils opérationnels pour revitaliser les commerces de centre-ville. Vont intervenir au cours des 30 prochaines minutes Monsieur Christian Béraud, maire d'Arpajon, Monsieur Robert Lemoigne, directeur de Cercia, cabinet de conseil en marketing et urbanisme commercial opérationnel, Monsieur Jérôme Henriet, gérant de Cristal, investisseur dans l'immobilier commercial en pied d'immeuble d'habitation, et Monsieur Gilles Hébert, coordonnateur Expansion France chez Carrefour. Je vais commencer en vous lisant la première phrase du rapport sur la revitalisation commerciale des centres-villes qui a été remis en octobre dernier à la secrétaire d'État Martine Pinville. Avec près d'un rideau sur 10 baissé, la vacance commerciale s'aggrave et touche fortement les centres des villes moyennes en France. Face à ce constat implacable, le document préconise le lancement d'un agenda commerce en cœur de ville. La secrétaire d'État a également annoncé quelques mesures pour redresser la situation, mais les communes n'ont pas attendu pour réagir. C'est le cas d'Arpajon. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre ville et la situation commerciale de son centre? Bonjour. Arpajon est une ville de 11 000 habitants qui se situe en Essonne et au sein d'une nouvelle agglomération de 200 000 habitants, Cœur d'Essonne agglomération. Cette ville constituée de plusieurs villes environnantes, limitrophes, constitue en fait un pôle d'attractivité au sein de la communauté d'agglomération de Cœur d'Essonne. Elle est dotée d'un nombre de commerces particulièrement important par rapport à la superficie qu'elle représente, puisque c'est une ville de 240 hectares. Elle est pourvue d'à peu près 200 commerces et d'un nombre de services importants, des services publics et des services privés. Et donc tout cela concourt à une activité très forte au sein de ce centre-ville. Et c'est un centre-ville qui est évidemment connu et reconnu dans le secteur. En fait, nous avons une rue principale qui traverse donc la ville, et sur cette rue principale s'échelonnent tous ces commerces et ces services. Et puis nous avons quelques zones remarquables sur cette rue, telle qu'une place de l'église, avec une église du XIIe siècle, une place de la mairie du XVIIIe, et puis une halle qui date du XVe siècle, et une place de marché importante qui était un lieu de négoce historique et qui est aujourd'hui un lieu qui permet d'accueillir un marché et d'accueillir l'ensemble des activités commerciales du secteur. Alors, vous avez lancé en 2015 un projet de revitalisation du centre-ville, baptisé Cœur de Ville, avec l'appui de Paris Sud Aménagement. Pourquoi? Alors, je crois que toutes les villes de France en sont rendues à cette analyse. Toutes les villes de France qui disposent d'un centre-ville. On constate évidemment des changements très importants dans notre société, des modes de vie qui évoluent, des modes de consommation de produits et de services. Et on voit bien que tout cela a un effet particulièrement important sur les centres-villes qui ont deux fonctions, une fonction économique et une fonction sociale. Et aujourd'hui, avec la numérisation qui s'accélère, on voit bien que les personnes n'ont plus autant besoin de se déplacer dans les services ou dans les commerces. Et donc, il est important que l'on soigne l'attractivité de ces centres-villes de telle façon à faire venir, malgré tout, les gens dans ces lieux de consommation et dans ces lieux de vie, parce que ce sont des lieux de vie importants pour les villes aujourd'hui. Donc nos commerces sont certainement moins fréquentés qu'ils ne l'étaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Les services publics et les services privés le sont aussi, parce qu'on voit bien que tous ces services offrent
des prestations par le biais d'Internet ou par le biais d'outils numériques aujourd'hui. Et évidemment, eh bien, il y a moins de fréquentation, je dirais que c'est presque mathématique ou mécanique. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait autre chose qui permette aux personnes de venir dans ces centres-villes. Et il faut évidemment soigner cet accueil, soigner la qualité de nos espaces publics. Mais ce projet de revitalisation, il va bien au-delà de la rénovation donc, des espaces publics. Il s'intéresse à la rénovation de l'habitat ancien, puisque dans ces centres-villes, il y a un habitat ancien assez important. Il s'intéresse aussi à la construction de nouveaux logements à l'intérieur de ce centre-ville sur des zones ou des secteurs qui sont fortement dégradés. Il s'intéresse d'une façon générale à l'infrastructure et à la façon dont on vit et de la façon dont la ville fonctionne. Très bien. Monsieur Lemoigne, vous avez été retenu par la mairie d'Arpajon pour travailler la problématique commerciale dans ce projet de revitalisation. Tout à fait. Quels sont les outils auxquels vous allez avoir recours? Écoutez, oui, on m'a demandé d'intervenir sur les outils propres à la redynamisation des centres-villes. D'abord, le vrai problème, c'est de dire quel centre-ville, parce qu'entre le centre-ville d'une métropole et celui, je veux dire, d'une petite ville de 5 ou 6 000 habitants, il y a un très grand écart. On va parler, si vous voulez, des villes moyennes, hein, un petit peu de la même taille qu'Arpajon. Et vous allez peut-être être étonné du premier outil que je vais vous proposer, parce que pour moi, il est absolument important. J'ai 33 années d'activité professionnelle derrière moi. Et quand vous m'avez demandé effectivement d'intervenir dans ce champ, j'avais beaucoup de mal un petit peu à organiser ma pensée. Eh bien, pour moi, le premier outil, c'est l'implication forte des élus ou de l'élu. Je dirais, à identifier donc l'existence d'un problème de fragilité de son centre-ville. Je suis toujours étonné aujourd'hui d'arriver dans des collectivités où on a des taux de vacances de 12 ou 15% de locaux vacants, où on a des grandes enseignes de notoriété de centre-ville qui viennent de fermer, où on a un marché qui décline, etc. Et on se dit, chouette, il faudrait qu'on fasse quelque chose. La pire des situations et la plus, je dirais, ennuyeuse, c'est lorsque des élus ont accompagné, par exemple, un grand projet de centre commercial avec une grosse galerie marchande à la périphérie et pour se faire réélire, je pense, disent qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour notre centre-ville. Moi, je pense, si vous voulez, que dans les années 80, on pouvait encore dire que les collectivités avaient pour but de gérer quelque part l'environnement du commerce, c'est-à-dire l'accessibilité, le stationnement, l'environnement urbain. Aujourd'hui, ils sont complètement interpellés à toutes les échelles parce que, effectivement, la problématique du commerce traditionnel des cœurs de ville devient quelque chose d'absolument, je dirais, urgent. Donc, ça veut dire implication et réactivité. Et pour qu'il y ait implication et réactivité, il faut tout simplement regarder autour de soi. Mener assez régulièrement des expertises, s'entourer de différents conseils, etc. Nous, on est intervenus dans le cadre, effectivement, de la mission de Paris Sud Aménagement, mais bien entendu, ça a été le premier pas pour aller au-delà d'un processus d'aménagement, notamment de ce cœur de ville. Le deuxième défi, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, c'est le problème de la cannibalisation progressive de l'offre des centres-villes par la périphérie. Il y a un certain nombre de villes en France qui sont passées de l'autre côté. Si les gens connaissent ici, par exemple, Béziers ou La Roche-sur-Yon, enfin des villes qui sont des villes moyennes, eh bien, la puissance attractive, la diversité de l'offre commerciale de la périphérie est telle que le centre-ville ne compte plus. Sa part de marché est descendue 20-25%, c'est-à-dire qu'il n'est plus le site leader même de l'agglomération, il est devenu un site, je dirais, de complément. Et ça, c'est absolument quelque chose de terrible. Le troisième élément, nous, quand on travaille dans l'urbanisme commercial, on a un outil entre les mains. Et vous serez assez étonné de savoir quel est cet outil. C'est tout simplement un chronomètre. On se met dans la rue et on compte le nombre de gens qui passent. C'est-à-dire que le commerce, il se crée sur le flux, mais depuis la nuit des temps, enfin, je veux dire, depuis l'Antiquité. Le commerce n'est né que des flux, des ponts, des croisements, des carrefours, etc. Et en 2016, c'est toujours pareil. Donc, jusque, je dirais, il y a une vingtaine d'années, ce qui faisait tourner les villes moyennes, notamment, je pense, comme Arpajon, c'était les marchés, les marchés, les foires, etc. Et Arpajon a gardé extraordinairement un marché très, très, très attractif. Mais le problème, c'est quand même toutes les autres locomotives. Rappelez-vous des Dames de France, des Monoprix, des Prix Uniques, des grandes maisons, notamment de confection qu'on avait.
Eh bien, ces villes moyennes là sont en train de se rendre compte en ce moment que ces magasins sont en train de fermer et qu'on demande aux groupes de distribution, dont ce n'est pas toujours le métier, je vois personne de Carrefour qui a parlé à mes proches tout à l'heure, de venir se substituer finalement à ces enseignes structurantes dans le temps. Mais il n'y aura pas de vitalité commerciale s'il n'y a pas un certain nombre de consommateurs dans la rue. Et il faut savoir que pour avoir certaines activités commerciales, comme par exemple le prêt-à-porter, des choses comme ça, il faut au moins avoir une densité de 1000 à 1100 personnes par heure dans une rue pour motiver l'arrivée de certaines enseignes et de certaines activités. Donc, comment recréer finalement et réimplanter des activités locomotives dans les centres-villes? Ça, c'est le cœur du problème. C'est le cœur d'Arpajon, comme beaucoup de villes de même taille. Il n'y a pas que les commerces, d'ailleurs, parce que le commerce s'accroche aussi sur tout ce qui est flux. Parlons des gares d'échange. Regardez ce qui s'est passé à Paris depuis une dizaine d'années. On crée des centres commerciaux sur du flux. C'est des gares d'échange, c'est des écoles, c'est des pôles d'emploi. Je suis toujours extrêmement surpris par les élus qui saupoudrent leur territoire communal d'équipements publics et qui les mettent à une certaine distance du tissu commercial de leur centre-ville. Alors qu'au contraire, ce qu'il faudrait, c'est d'essayer de les rapprocher le plus possible et de travailler avec ça. Alors après, hier encore, j'étais dans une réunion d'un projet de réaménagement et on a demandé à la fin aux commerçants sur ces projets d'aménagement qu'on a présentés de définir des critères absolus qu'il fallait communiquer aux urbanistes. Ils en ont trouvé 3, j'ai trouvé ça intéressant. Le premier, c'est d'abord l'accessibilité. Ah oui, mon Dieu, quand je vois le nombre de centres-villes qui ont été dégradés par des processus de rocade, des plans de circulation compliqués, dans lesquels on ne sait plus très bien par où arriver, par où sortir, etc. L'accessibilité, c'est essentiel. On doit rentrer dans les centres-villes facilement, d'une façon claire, précise. Et donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et puis tout, bien sûr, la deuxième chose, ce que disent les commerçants après, c'est l'accueil. C'est-à-dire comment gérez-vous le stationnement, comment gérez-vous la circulation de nos clients, etc. Donc cette notion de l'accueil est très très importante. Et puis la visibilité. On parlait tout à l'heure de l'introversion des centres qui sont cachés un peu, des axes tournants, etc. C'est d'ailleurs un des enjeux d'Arpajon que de faire rentrer effectivement le monde. Alors ça aussi, c'est un point extrêmement important et les commerçants sont très concernés par ça. Pour terminer, je veux dire 2 ou 3 autres points. Bien sûr, il y a le champ de la communication. Arpajon vient d'accueillir un manager du commerce. C'est un rôle extrêmement important puisqu'il va agir à la fois sur la communication institutionnelle de la ville. Et dans la communication institutionnelle de la ville, il y a le rayonnement de la ville sur son territoire. Et je voudrais dire d'ailleurs tout à l'heure, parce que j'ai oublié aussi de parler lorsque je parlais des élus, la manière dont les élus maîtrisent la stratégie à l'échelle intercommunale. Parce qu'aujourd'hui, les seuls outils, puisqu'on parle d'outils, que les villes peuvent utiliser, en dehors de la maîtrise foncière de certaines emprises, notamment foncières ou comment dirais-je, immobilières, c'est quand même les SCOT, c'est quand même les PLU ou les PLUI, et la possibilité quand même, à travers de ce qu'on appelle les zones de localisation préférentielle du commerce, d'organiser un petit peu l'espace et en tout cas l'expansion d'un certain nombre de sites. L'un des derniers points, c'est l'interventionnisme sélectif. Je suis ravi de travailler ici pour Paris Sud Aménagement parce que vraiment beaucoup de projets qui ont réussi en France de requalification des centres-villes, ce sont des projets longs, ça dure quelquefois 10, 12 ans, 15 ans. C'est parce que derrière, il y avait une SEM. Dans le temps, on disait SEM d'aménagement public. Aujourd'hui, on dit des SPLA. C'est la même chose, c'est-à-dire tout simplement une structure, outil, qui va accompagner finalement la collectivité ou la communauté de communes, etc., dans le processus. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, on est sur l'intervention sélective. Il y a des emprises foncières et immobilières qui sont stratégiques pour l'évolution du tissu d'un centre-ville. Et il faut donc, si la ville ne peut pas elle-même acquérir ses biens ou à travers l'EPF, etc., qu'il y ait un outil efficace qui puisse le faire. Et ça, c'est le rôle de Paris Sud Aménagement. Voilà. Donc l'urbanisme réglementaire. Et puis, enfin, je terminerai par une simple chose, c'est que nous sommes dans un monde de la séduction. Vous savez, quand vous rentrez dans un centre-ville, vous êtes tout de suite séduit, vous n'avez pas envie d'y rester. Donc ça, c'est très complexe. C'est l'aménagement public, c'est le confort d'achat, c'est les espaces, je dirais, c'est l'éclairage, c'est la sécurité, c'est les lieux de convivialité, comme on dit. Et toutes les villes cherchent à savoir comment faire ajouter des lieux de convivialité, comment prendre en compte, par exemple, le jour du marché pour en faire un lieu extrêmement fort ou des événements.
Et bien entendu, une ville, elle doit séduire très, très spontanément. Il faut compenser ce que j'appellerais l'acte d'achat réfléchi, pensé, organisé par quelque chose qui est tout simplement une séduction spontanée. J'ai envie de venir au centre-ville d'Arpajon. Et lorsque les gens autour d'Arpajon auront, ils l'ont déjà, mais il y a encore plus, je dirais, de gens qui viendront à Arpajon, eh bien, ce sera une réussite. Ce ne sont pas vraiment des outils. Et de toute façon, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut conjuguer ensemble tous ces outils. C'est ça la complexité. C'est à la fois l'action politique, c'est à la fois les outils d'aménagement, c'est à la fois toutes les problématiques, je dirais, réglementaires, etc. Et eh bien, je dirais, à travers notamment un aménageur aussi, on peut acquérir ces outils. Voilà. Merci, Monsieur Lemoigne. Monsieur Henriet, vous n'êtes pas investi à Arpajon, mais vous avez participé à de nombreuses revitalisations de commerces de centre-ville. Quels sont les outils indispensables, selon vous, pour réussir une telle opération ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai juste un point à dire, c'est, je crois qu'on a une responsabilité collective, que ce soit les consommateurs, les élus, qui ont répondu aussi dans un premier temps aux consommateurs, des consommateurs qui sont un peu schizophrènes, qui veulent tous du commerce de proximité en centre-ville et qui n'hésitent pas à aller dans les zones périurbaines parce que c'est plus facile d'accès. Des élus qui ont piétonnisé énormément leur centre-ville, qui les ont dépourvus certaines fois de stationnement. On sait bien que, enfin voilà, no parking, no business. Et derrière, on fait face à tout ça. Et ensuite, c'est très difficile de faire marche arrière. Et je pense que d'ailleurs, à un moment donné, monsieur parlait là-bas, monsieur Lemoigne, d'un interventionnisme sélectif. Moi, je pense qu'il faut un vrai interventionnisme en supprimant certaines fois des autorisations qui sont déjà... Enfin, je ne sais pas, si vous regardez, il doit y avoir encore des centaines de milliers de mètres carrés qui sont autorisés sous peu. Et on les voit, ils sont essentiellement en zone périurbaine. Et en centre-ville, il n'y a quasiment rien. Alors on va nous dire qu'il y avait de l'existant, mais c'est aussi derrière, quand vous avez des belles locomotives, pas quand elles font de la proximité, quand elles sont avec nous à côté, mais qui sont de vraies machines de guerre en zone périurbaine, c'est très difficile de lutter parce que le consommateur, il est assez paresseux. Et il va assez facilement prendre sa voiture et partir et aller là-bas consommer. Et après, c'est difficile de... Donc moi, je crois que les vrais critères pour derrière réussir, il faut... puisque, comme le disait monsieur le maire, il y a une vraie fonction sociale. Il faut recréer l'esprit place du village. Il faut avoir du stationnement aérien, voire en infra pour certaines activités, mais en aérien pour tous les commerces de services ou de proximité classiques. Il faut les mettre en valeur. Il faut que ce soit réalisé par de bons professionnels. Je parle des commerçants notamment. Il faut une diversification commerciale. Mais il faut aussi une cohérence dans les activités. C'est sûr que les métiers de bouche, si on commence à les entrecouper par voilà, de l'équipement de la personne ou de l'équipement de la maison au milieu, c'est très difficile. Et il faut que les gens retrouvent un cheminement, une cohérence dans le parcours marchand qu'ils vont être amenés à faire. Moi, c'est surtout cette partie-là où on a une incohérence entre ce que les gens souhaitent et ce qu'ils font. Et nous les premiers. Enfin, voilà, voilà, moi et après, il faut remembrer un certain nombre de... Parce que quand on est dans un centre-ville avec des petits commerces, c'est pas toujours facile. Mais là, un aménageur a toute son importance pour pouvoir réussir à adapter des surfaces derrière aux différents métiers, et notamment aux métiers de proximité qu'on souhaite établir. Voilà. Merci, monsieur Henriet. Monsieur Hébert, donc, vous êtes coordonnateur Expansion France de Carrefour. Donc forcément, Carrefour a assisté à de nombreuses opérations de revitalisation de commerce en centre-ville. Quelle est la formule du succès ? Alors effectivement, Carrefour, c'est connu pour ses hypermarchés, c'est un peu moins connu pour ses magasins de proximité. On a un peu plus de 2000 magasins aujourd'hui en proximité chez Carrefour, dont un peu plus de 1000 en centre-ville, dans des villes petites et très grandes, voire très grandes. Donc je suis assez content parce qu'on dit à peu près tous la même chose. Moi, je pense que le point le plus important, c'est le flux. Comment on peut créer dans les centres-villes le flux. Et ça,
pour moi, l'élément le plus important, c'est les métiers de bouche. Parce que les métiers de bouche, c'est un achat quotidien. C'est-à-dire qu'on va tous les jours chez le boulanger ou tous les 2 jours chez le boucher, chez le charcutier. Donc tous les métiers de bouche sont un élément de flux extraordinaire. Et très souvent, ils ont déserté les centres-villes, des fois au profit de gens qui payaient plus de loyers comme les banques ou les agents d'assurance ou autres. Mais ça ne crée pas de flux. Et ça en créera de moins en moins parce que de plus en plus, les gens font ça sur le net. Donc pour vraiment qu'un centre-ville de petite ville fonctionne, il faut vraiment créer des métiers de bouche, les sélectionner, avoir une bonne complémentarité. Et puis, ça a été dit aussi, des bons professionnels. C'est pas facile, c'est des métiers où il faut une formation importante. Mais la qualité des professionnels en métier de bouche permettra d'avoir des accès au centre-ville. Et je pense que le consommateur, aujourd'hui, navigue assez facilement entre du centre-ville pour du quotidien, de la périphérie pour peut-être l'hebdomadaire, et du net le soir, la nuit, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais il y a la complémentarité pour tout, mais l'élément de métier de bouche dans les centres-villes, de complémentarité, de bons professionnels, c'est des éléments extrêmement importants. Après, le commerce, il évolue, donc il faut aussi faire en sorte qu'on ait des concepts novateurs. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir un concept d'épicerie de quartier. Voilà, on peut avoir des multiservices avec l'ensemble sous un même toit de métiers modernes, de retrait colis, de commandes sur Internet, excessivement de choses qui vont dans le commerce de proximité. Mais tout ça revient au même de dire à chaque fois, je donne tous les moyens d'amener du flux dans le centre-ville. Et si on a ça, c'est un élément extrêmement important de la vie du centre-ville. Après, il faut lui donner des moyens pour réussir. L'accessibilité, je crois qu'on a dit tous les 3 ou tous les 4 le même mot. L'accessibilité, c'est extrêmement important. Les gens ont peu de temps, en général. Tout le monde court après le temps. Et aujourd'hui, les consommateurs acceptent peu de se garer à l'entrée de la ville pour faire à pied 10 minutes pour aller acheter une baguette ou acheter. Donc, il faut pouvoir avoir peut-être des systèmes de parking à double vitesse, juste un achat rapide, une durée limitée de 10 à 15 minutes pour des achats assez rapides, et puis de l'arrêt minute, et puis un parking un peu plus grand et peut-être un peu plus lointain quand les gens viennent sur un marché pour 2 heures ou un après-midi dans le centre-ville. Donc ça, c'est des moyens pour réussir. Et le gain de temps et l'accessibilité, pour moi, c'est vraiment les éléments importants du fonctionnement de centre-ville. Très bien. Et en tant que commerçant, est-ce que vous souffrez quand ces opérations de revitalisation de commerce de centre-ville sont en cours? Forcément, mais c'est un mal pour un bien, quoi. On peut pas. Voilà, on est commerçant, on sait qu'à un moment donné, on va avoir une grosse opération. Alors, il ne faut pas qu'elle dure 10 ans, parce que sinon, il n'y a plus de commerçants à un moment où c'est fini. Mais ce qui est très important, c'est l'anticipation et la planification. Si les élus ont des relations régulières avec l'ensemble des commerçants et planifient très bien les opérations en disant voilà comment ça va se passer de telle date à telle date, ce sera compliqué, vous ne pourrez pas accéder, que ce soit phasé et déplacé. C'est comme dans toutes les villes où vous avez un métro qui s'est construit. C'est pendant 2, 3, 4 ans, c'est très compliqué. Mais après, les commerçants sont très favorables et ça fonctionne bien. Donc il faut peut-être les aider dans ces périodes-là. Mais il faut surtout planifier et avoir un échange avec eux. Ça, c'est l'élément le plus important. Mais on sait que c'est un mal pour un bien. Alors justement, monsieur le maire, au niveau d'Arpajon, comment est-ce que votre projet de revitalisation a été accueilli par les commerçants? Bien, je dirais positivement, avec un peu d'inquiétude quand même, mais positivement. Je crois que les différents intervenants ont montré la complexité du sujet. Je pense qu'on peut la résumer en disant qu'il existe 3 usages dans un centre-ville. Un usage lié aux riverains eux-mêmes, les gens qui habitent dans le centre-ville, qui l'utilisent d'une certaine façon, les commerçants ou les entreprises qui s'y trouvent, qui l'utilisent d'une autre façon, et puis les personnes qui viennent, les visiteurs, les clients potentiels qui viennent dans la ville et qui l'utilisent là aussi d'une troisième façon. Et donc, quand on est élu et que l'on doit faire des choix, eh bien évidemment, on écoute ces 3 types d'acteurs. On écoute évidemment les commerçants aussi. Et donc, on travaille sur de la concertation, mais très en amont du projet. Et par exemple, sur le projet qui nous anime aujourd'hui, on a commencé il y a un peu plus d'1 an
à travailler avec des groupes, des focus groups, comme on dit, ou des groupes de travail. On a échangé longuement. On a fait quelques réunions publiques, mais sous un style un peu différent, plus participatif. Alors, on n'est pas encore dans la co-construction, mais la cible, elle est là. Et le fait d'avoir travaillé comme cela avec les commerçants nous a montré qu'il y avait une acceptabilité plus forte de leur part. Là, nous en sommes actuellement au choix donc, de l'architecte, mais tout le travail en amont a été positif. Alors, on va rentrer après dans des phases plus opérationnelles de travaux. Hein. Ce sera certainement un peu plus difficile, mais en tous les cas, le choix, on l'a fait avec eux, en écoutant les commerçants, en écoutant les riverains, en écoutant les clients. Et évidemment, 3 types de contraintes qui se présentaient à nous. Il est essentiel, hein, dans une ville telle que la nôtre, hein, encore une fois, je le disais, petite, hein, mais avec un nombre particulièrement important de commerces, donc très concentré, il est particulièrement important de travailler avec eux en amont, de façon à ce qu'on débouche sur des phases de travaux et en tous les cas qu'on débouche sur le choix d'un architecte qui soit partagé par eux, et c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Et alors, vous nous parliez de phase opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est du coup le calendrier de votre projet de revitalisation ? Alors, je dois dire qu'avec Paris Sud Aménagement, on travaille de concert depuis plusieurs mois et je suis, je vais le dire, bluffé du respect du calendrier. Parce que je commence à avoir un peu de bouteille dans ce type de projet. Et j'ai rarement vu des calendriers respectés de cette façon-là, je dois le dire. Et je dois saluer le travail qui a été fait avec donc, le Paris Sud Aménagement et avec l'équipe d'élus qui travaille avec moi sur ces sujets-là et les équipes donc, administratives. En tous les cas, on arrive aujourd'hui au choix de l'architecte. Le jury n'est pas très ancien, il date du 18 novembre dernier. On est dans une phase de négociation actuellement pour choisir définitivement et présenter ce choix au conseil municipal. Et puis ensuite, on va rentrer dans une période d'études qui sera quand même relativement longue. Mais là aussi, on a des calendriers, des plannings assez serrés. Et on pense avoir à peu près une dizaine de mois d'études et puis de commencer les travaux de façon très concrète début 2018. Donc je pense qu'on est dans un bon timing aujourd'hui. Après, sur un projet tel que celui-ci, hein, qui est un projet d'envergure, il ne peut se faire que sur plusieurs années pour justement préserver le commerce, parce que là, la vente continue, hein, ça s'applique tout à fait à cela. Et bien là, on pense pouvoir faire ces travaux sur une période de 4 ans, 4 phases, pour faire simple, hein, 4 phases d'une année. Très bien. Bah donc, rendez-vous dans 4 ou 5 ans à Arpajon pour voir le résultat. Merci, messieurs, pour vos interventions. Et on va peut-être donner la parole à l'assistance si quelqu'un souhaite poser des questions, avoir des précisions. Bon, bah moi j'en ai une. J'imagine que, vu le sujet qui nous intéresse, vous avez tous les 4 pris connaissance du rapport dont je parlais en préambule sur la revitalisation commerciale des centres-villes, qui a été remis donc, en octobre dernier à la secrétaire d'État. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que c'est un document supplémentaire qui va servir à caler un meuble, ou est-ce que ça ouvre de nouveaux horizons? Qui veut répondre en premier? Oui, c'est bon. Je pense que ce type de réaction du gouvernement est toujours quelque chose d'heureux. Hein, bon. Rappelez-vous, ma première intervention, c'est de dire quelquefois il est un peu trop tard. C'est un peu dommage, je veux dire qu'on réalise aujourd'hui qu'on arrive à ce niveau de dégradation sur un certain nombre de... Mais je pense que le gouvernement ne se rend pas compte non plus que forcément tous les outils ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a une intervention de l'État. D'ailleurs, je voudrais dire à ce niveau-là que, d'une part, la baisse des dotations vis-à-vis des collectivités locales, la quasi-disparition du FISAC, puisque maintenant ce n'est plus un guichet, mais pratiquement un concours pour obtenir effectivement quelques subsides, n'aide pas ou ne va pas dans le sens, en tout cas,
je dirais, des besoins des collectivités locales. Vous savez, les professionnels du commerce et de l'immobilier commercial, ce qu'ils veulent surtout, c'est de la lisibilité. Qu'est-ce qui va se passer à 3, 5 ans, 10 ans? Et ça, c'est quelque chose qui peut bloquer complètement les processus dans les centres-villes. Parce que dans les centres-villes, il y a plusieurs acteurs. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs clientèles, mais il y a aussi plusieurs acteurs. Vous avez bien sûr le client, certes. Vous avez l'exploitant du magasin. Vous avez aussi le bailleur, c'est-à-dire celui qui acquiert ou qui investit. D'ailleurs, la société Cristal qui est avec nous est dans ce rôle-là. Et chacun de ces acteurs essaie de regarder comment le processus avance. Lorsqu'un centre-ville est fragilisé, très très vite, je dirais, le bouche à oreille fait qu'un certain nombre de fonds de commerce se vendent de plus en plus mal. Et comme ça se vend de plus en plus mal, il y a des réactions aussi sur l'immobilier, il y a des effets de décalage, etc. Et ce qu'il y a de pire, alors, c'est lorsque le monde bancaire commence à dire « Ah ben non, n'investissez plus sur telle place, telle rue, etc. parce que vous avez vu, ça tombe, etc. » Donc tout ce processus-là, si vous voulez, quelles que soient les aides qui sont accordées, ce n'est pas pour autant qu'il y ait de la lisibilité. Et le rôle finalement des élus et des acteurs, c'est de redonner cette lisibilité. C'est pour ça que M. le maire parle du planning, c'est-à-dire quand est-ce que ça va se passer, à quel endroit, de quelle manière, etc. Pour que les acteurs qui sont concernés par ce morceau de la ville-là puissent se dire, est-ce que je vais investir maintenant, attendre que les travaux soient terminés, voilà. C'est ça que je voudrais dire. Donc moi, dans je dirais, les outils qui sont proposés, souvent d'ailleurs proches aussi de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui produit d'excellentes études aussi dans le même style, je trouve que c'est très salutaire, qu'on y trouve beaucoup de choses extrêmement intéressantes, mais waouh, on est loin voilà, du processus. Voilà. Merci. Lequel de vous trois veut réagir par rapport au rapport? Je pense que le rapport, ça a au moins un mérite, c'est de mettre le focus sur la problématique du commerce au centre-ville. Et donc, je ne suis pas sûr que les 16 mesures concrètes seront toutes complètement adaptées, mais en tout cas, ça permet de remettre le sujet au cœur du débat, de peut-être redonner et aux acteurs politiques et aux acteurs économiques l'importance du centre-ville. Donc, malgré tout, c'est quand même bien qu'il y ait ce type de rapport, quoi. Je ne sais pas quelle sera la finalité au bout, mais c'est quand même une bonne chose. Moi, je suis de l'avis de M. Hébert. Moi, je pense que les mesures qui sont à prendre, elles viendront essentiellement des élus qui modifieront, le cas échéant, les PLU et qui feront en sorte qu'il n'y ait pas plus d'autorisation commerciale de donner en périphérie lorsqu'ils ont envie de redensifier, ou en tout cas de recréer ou de revitaliser leur centre-ville. Parce que sinon, c'est voué à l'échec. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures, mais vraiment drastiques, qui soient impliquées. Quand on voit ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, où n'importe quel bourg... moi, j'ai une anecdote sur la Nationale 10. Il n'y a plus une ville entre Châtellerault et Angoulême de plus de 5000 habitants qui n'a pas un centre périurbain d'un côté ou de l'autre, voire des deux côtés, à la sortie nord et à la sortie sud de la ville. Est-ce qu'il y a véritablement la possibilité de consommer et une zone de chalandise qui permette de vivre? Les enseignes aussi sont totalement responsables de ça, parce que si elles n'avaient pas... Parce que rien ne les empêche derrière de rendre les boîtes vides, et on se retrouvera avec des boîtes à chaussures, avec en plus un paysage urbain qui est dramatique, des friches. Il se passera des années avant que ça mute. Et en plus, concomitamment, on a eu l'avènement du e-commerce qui a fait qu'une partie, même si demain les canaux, on est persuadé, finiront tous par se rejoindre, entre le commerce physique et le e-commerce, mais globalement, entre-temps, il y aura beaucoup de morts. Et ça va prendre beaucoup de temps, et on va se retrouver avec des friches, et il faudra les faire muter, et ça prendra des années. Donc à un moment donné, il faut juste que quelqu'un dise on arrête de jouer, parce qu'il y en a suffisamment, quoi. Merci, Monsieur Henriet. Et Monsieur Béraud, alors, votre avis sur ce rapport? Juste, je vais faire rapide. Je dirais juste, il était temps. Il était temps qu'on en parle, parce que franchement, ça fait trop d'années que les élus, hein, et je me mets dedans, hein, parlent de leur centre-ville et ont un discours sur les centres-villes et font, je dirais, presque le contraire dès que l'occasion s'en présente. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que
rapport existe. Et ce qui est bien, c'est qu'il y ait la montée en puissance en parallèle des territoires et que justement, par le biais des lois NOTRe et autres lois, eh bien, le commerce entre dans le cadre des compétences de ces territoires. Parce qu'il faut absolument qu'on raisonne au niveau d'un territoire et que l'on protège au niveau d'un territoire globalement les pôles de centralité. À partir de là, une fois qu'on a identifié ces pôles de centralité, eh bien, on sait comment on peut aménager commercialement, et puis d'autres façons aussi, on sait comment aménager l'ensemble du territoire. Et donc, il est essentiel d'avoir une vue territoriale lorsque l'on parle aujourd'hui de centre-ville. Très bien. Dernière petite chose, vous parliez du FISAC, Monsieur Lemoigne, et vous, Monsieur Hébert, vous parliez des mesures. Dans la foulée du rapport, la secrétaire d'État a fait quelques annonces, et notamment, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est celle qui consiste à réserver une partie des moyens du FISAC, donc c'est le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, à hauteur de 1 million d'euros pour financer les stratégies de développement urbain, les nouveaux partenariats entre les acteurs publics et privés, et le développement du management de centre-ville. À titre de comparaison, je parle sous votre contrôle, Monsieur le maire, le projet de revitalisation d'Arpajon, c'est un coût de 5,5 millions d'euros. Est-ce que cette mesure annoncée par la secrétaire d'État, c'est du saupoudrage? Alors moi, d'une façon générale, je suis contre le saupoudrage. Il faut mettre les moyens là où ça fonctionne. Et il y a des endroits où ça ne fonctionnera pas. Donc il ne s'agit pas de faire d'acharnement thérapeutique. Il s'agit juste de dire, d'identifier les secteurs où ça fonctionne et de mettre les moyens là où ça fonctionne pour que ça fonctionne mieux et que ça constitue une locomotive pour un territoire. Et ça me paraît essentiel. Mais surtout pas de saupoudrage. Monsieur Lemoigne? Oui, moi je voudrais juste rajouter une chose pour mémoire, parce qu'on sait très bien que finalement le fonds du FISAC, c'est la taxe sur les grandes surfaces. On sait aussi à peu près combien cette taxe rapporte par an. On parle de l'ordre de 85 millions, 90 millions d'euros. Ce qui est étonnant, c'est que l'État n'a pas arrêté de baisser finalement la part qui est réinjectée dans le FISAC. Alors je sais bien que l'État doit chercher des économies partout et des moyens partout, mais il faut comprendre quelque part qu'il y avait une logique finalement à ce qu'il y ait tout simplement une réaffectation de cette somme, si vous voulez, dans les aides qui soient apportées aux collectivités. Moi je peux vous dire que dans les régions aujourd'hui, dans certaines collectivités locales, on ne trouve plus rien. C'est-à-dire on recherche des subventions qui existaient auparavant. C'était la seule subvention qui apportait vraiment au commerce et à l'artisanat en France des aides significatives, et notamment pour l'animation, c'est-à-dire les managers, les mises en place des processus de communication, etc. C'est un peu dommage qu'elle soit devenue aussi sélective, si vous voulez. Et comme vous le dites tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'1 million d'euros sur l'ensemble d'un territoire comme la France? Mais ça peut être aussi quelque chose de complètement incitatif. Dans les processus FISAC dans le temps, quelquefois l'État apportait des sommes assez faibles. Quelquefois c'était 40, 50 000, 60 000 euros. Mais il y avait un phénomène, si vous voulez, de levier. Et derrière, il y avait des processus d'aménagement, il y avait des aides, il y avait la communication, il y avait l'apport des commerçants, etc. Et on montait en fait à 200 000, 300 000, 400 000 euros parfois grâce au processus FISAC. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que les collectivités abandonnent ces processus-là parce qu'ils n'ont plus l'argent, finalement, tout simplement pour le faire. Et ce n'est pas les 1 million d'euros, bien entendu. Ceci dit, je ne critique pas. De la même façon que vous, je dis que c'est une bonne chose que l'État s'implique là-dedans, mais ce n'est pas à hauteur, si vous voulez, des besoins, bien entendu. Voilà. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de ces 1 million d'euros Déjà, depuis les dernières années, le FISAC était excessivement concentré sur le commerce rural, sur la ruralité, beaucoup plus que sur le centre-ville. Donc, les dernières années, c'était vraiment le petit commerce du bourg. Sur les centres-villes, que ce soit grandes, moyennes ou même petites villes, il y avait quand même très, très peu d'aides qui étaient déjà amenées sur la revitalisation du centre-ville. Donc, c'est vrai que la somme, elle est dérisoire par rapport à l'enjeu, mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Alors là, moi, je dirais la même chose, parce que nous, on en avait quasiment... Enfin, on l'a quasiment jamais rencontré. Nous, on va faire simple. C'est le terme pour moi, c'est voilà, on le découvre presque. Mais enfin, je veux dire, aussi, on le savait, mais en région et effectivement un peu plus dans le monde rural. Voilà, moi, il faut surtout aussi que
il y a les élus, c'est bien, mais il faut aussi que les consommateurs aient une prise de conscience de la façon dont ils consomment. Il ne faut pas qu'ils soient schizophrènes et qu'ils demandent aux élus de faire des choses, alors que même que ces élus les font, et que parallèlement, on les retrouve tous le samedi sur le parking de la zone périurbaine. Voilà. À bientôt. Très bien, je vous remercie. Est-ce que séance de rattrapage, quelqu'un veut poser une dernière question? Ah, il y a une réponse. Non, je voudrais faire un petit complément parce que c'est très important. Finalement, ce débat qu'on vient d'avoir sur les moyens, il m'inspire une réflexion et je vois aujourd'hui beaucoup de collectivités territoriales qui mettent ça en place. Il va y avoir un enjeu très très important du portage de l'immobilier dans les centres-villes dans les prochaines années. On voit bien que ce que j'appellerais les propriétaires et les bailleurs ne sont pas toujours là présents quand il s'agit de faire les travaux nécessaires, de remettre un certain nombre de locaux professionnels, je dirais, à niveau, avec des tas de problèmes aujourd'hui, des réglementations, etc. Et nous incitons de plus en plus, nous, les collectivités territoriales, à ouvrir des lignes de crédit pour acquérir d'une façon très sélective, des ensembles immobiliers, bah oui, et de les remettre ensuite sur le marché. Ce sont que des portages transitoires. Alors, elles peuvent être aidées par aussi les EPF, enfin les structures de portage foncier départementaux régionaux. En Bretagne, c'est régional. Mais je pense que dans certains linéaires, lorsque les choses sont très dégradées, lorsque les bailleurs notamment ne font plus leur métier, à l'occasion des IA ou autres, il faut pouvoir acquérir aussi quelques biens stratégiques et c'est un plus. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Et là, en fait, c'est l'EPF qui intervient, c'est pas l'État. Voilà. Oui, alors, effectivement, certains bailleurs, mais il faut aussi remettre les choses en perspective. C'est vrai que, non, c'est pas ça, mais quand il y a un bailleur seul qui a une petite boutique, c'est aussi un peu difficile pour lui de faire l'arbitrage entre faire quelque chose. Il faudrait qu'il se coordonne et que tous les bailleurs, avec au pluriel, s'entendent et décident de faire la même chose pour qu'il y ait une cohérence, voire remembrent certains biens parce qu'on a des petites surfaces et les besoins sont sur des grandes et ainsi de suite. Enfin bon, après, est-ce que les collectivités durablement peuvent porter? Moi, je pense que dans ce genre de choses, il faut soit installer une espèce de partenariat public-privé, soit une espèce de co-investissement pour que... parce que sinon, ça devient... Ou alors, il faut des communes très, très riches, à l'instar de ce qu'a fait la CEMA-Est à Paris avec Didier Dely, qui est un travail remarquable. Oui. Mais bon, il faut juste avoir 200 millions sous la table pour aller faire ses emplettes. C'est compliqué, quand même. Du portage provisoire sur quelques biens très, très précis. Et on a autour de nous quelques exemples. Je pense à Montrouge, notamment, qui a fait un travail assez remarquable sur des acquisitions, des processus de commercialisation, etc. Je voudrais aussi saluer un travail remarquable qui a été fait sur une ville moyenne qui s'appelle le Puy-en-Velay, sur tout le processus de l'e-commerce. Il y a une quinzaine d'expériences en France. Actuellement, on était très intéressés aussi par l'arrivée dans les centres-villes de ce qu'on appelle les circuits directs, c'est-à-dire les petits producteurs, les magasins relais, etc. Toute activité qui peut créer tout simplement de l'attractivité du flux. Voilà. Hein, voilà. Et même dans les magasins Carrefour, d'ailleurs, parce qu'eux, ils jouent le jeu. Hein, donc, entre autres. Enfin, voilà. Tout ce qui peut amener du flux, voilà. M. Hébert, on est preneur. Voilà. Hein, voilà. C'est ce qui va revitaliser le centre-ville. Et c'est ce qui fera que les gens finiront par consommer. Quoi. Bien. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions et vos éclairages. Merci.